Quel plan de développement pour la province du Nord-Ubangi? Par où faut-il exactement commencer pour atteindre son essor? On en parle dans ce nouveau numéro de votre émission. Nous parlerons également de la crise sécuritaire qui frappe l'Est du pays avec l'occupation de certains territoires du Nord Kivu par les M23. Et pour en parler justement, je reçois sur ce plateau le député national Dédé Kodoro, élu de Yakoma dans le Nord-Ubangi, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Christian. Merci d'avoir... téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Alors, vous avez été dans votre circonscription électorale, pas plus tard qu'il y a quelques jours, justement, dans la province du Nord-Ubangi, dans le cadre de vos vacances parlementaires, justement. Et sur place, vous avez entrepris un certain nombre d'actions, entre autres la mise en place de votre parti politique, Agir pour le développement du Congo. D'abord, nous aimerions savoir quelle est l'idéologie de votre parti politique? Merci beaucoup, M. Christian. Comme vous savez, nous sommes pendant le moment de vacances parlementaires. Et il est toujours du devoir des députés de se rendre pendant cette période à sa base pour, premièrement, rendre compte d'abord de tout ce qu'ils ont entrepris pendant toute la session à la population et aussi s'imprégner de la réalité du terrain pour mettre dans son rapport parlementaire et soumettre au niveau du gouvernement pour chercher à trouver des solutions aux problèmes de la population. Alors, nous étions dans cet exercice-là, nous sommes rendus à Yakoma et nous avons profité de notre présence sur terrain pour présenter notre parti politique, Agir pour le développement du Congo nouveau, et aussi profiter aussi de notre présence pour sensibiliser la population à l'enrôlement, parce que vous savez que c'est une période très cruciale pour nous et l'enrôlement est une étape très importante dans le processus électoral. Il fallait qu'on explique à notre population le bien fondé de cet enrôlement et pourquoi ils doivent se rendre massivement pour obtenir leur carte d'électeur. Et l'activité s'est très bien déroulée, nous sommes arrivés et vous avez vu même dans les images comment la population nous a chaleureusement accueillis. Et nous pouvons d'ailleurs voir déjà les images, oui. Oui, sur les images, vous pouvez constater la chaleur qu'il y a eu le jour où nous sommes arrivés à notre base de Yakoma. Et nous avons tenu le meeting tout en appelant la population d'abord au vote, à l'enrôlement, pour se préparer au vote de décembre 2023. Alors, quant à l'idéologie de notre parti, vous savez, M. Christian, le Congo, à un certain temps, les gens sont presque dans un désespoir. Aujourd'hui, quand vous attendez les Congolais, ils ont plus l'envie de quitter le Congo pour aller vivre ailleurs, alors que ces pays regorgent de toutes les richesses du monde. Aujourd'hui, quand vous parlez de richesses minérales, des richesses, même le Congo regorge presque toutes les richesses. L'eau, nous avons le sol qui est très fertile, nous avons des richesses minières, nous avons tout ce qu'il faut pour booster le développement du Congo. Mais en dépit de toutes ces richesses, les Congolais vivent de plus en plus dans le désespoir. C'est pourquoi nous avons lancé... Mais qu'est-ce qui explique ce paradoxe-là, justement? Oui. Pays riche avec une population pauvre. Oui, mais tout le monde sait bien que le pays a connu un très long moment de la mégestion, de presque beaucoup de régimes qui se sont succédés, où l'homme congolais s'est transformé plus à un mercenaire sur son propre sort. Regardez un peu comment, aujourd'hui, la population vit dans une précarité indescriptible. Pourquoi? Parce que l'homme congolais qui est aux affaires, qui doit donner la réponse à cette population-là, tarde à apporter la solution aux problèmes de la population. La conséquence est que cette population vit de plus en plus dans le désespoir. Alors, notre parti a comme l'idéologie, un Congo nouveau est possible. Un Congo nouveau passe d'abord par nous-mêmes, par la prise de conscience, par expliquer d'abord à cette population que le fait... Ça, c'est pour susciter justement l'espoir dans les chefs des Congolais. Le fait aujourd'hui qu'il vit dans la précarité ne fait pas de lui un éternel misérable. Et que si nous prenons conscience et que nous travaillons sérieusement
nous pouvons redonner encore l'espoir à cette population pour aller vers un Congo nouveau. Voilà pourquoi nous avons dit agir pour le développement du Congo nouveau. Même le mot et la signification de notre parti explique presque déjà l'idéologie. Le parti fait partie de l'Union sacrée de la nation. Absolument, notre parti fait partie de l'Union sacrée et nous sommes dans la majorité en soutenant le chef de l'État et notre parti va s'aligner derrière le chef aux élections de décembre 2023, mais présentera quand même le candidat à tous les échelons qui s'en suivent, c'est-à-dire au niveau de la députation nationale, provinciale et même au niveau du sénatorial. Est-ce qu'il y a déjà un siège au niveau de la province du Nord-Ubangi, le siège de votre parti? Oui, oui, nous sommes représentés à Guadolite, nous avons le siège sur le boulevard Mobutu, même à Yakoma aussi sur le boulevard Mobutu, nous avons le siège. Ici à Kinshasa, notre siège est à Kitambo, magasin juste au début du boulevard. Vous allez voir aussi notre photo et l'effigie. C'était avant l'association Génération des Décodoro qui s'est mieux aujourd'hui à l'ADCN et notre siège se trouve... Vous pensez que votre parti va trouver sa place puisqu'on assiste à une sorte de pluralité des partis politiques dans notre pays? L'important, ce n'est pas le nombre de partis politiques, mais c'est que la vision qu'on apporte à notre population, la vision que nous portons. Je crois bien que... C'est ça qui fera la différence. Oui, c'est la différence, c'est par rapport à la vision que chacun porte pour ses Congos. Très bien. Alors, vous avez adressé un message à votre base, justement, des Yakoma. Que retenir de votre adresse, justement, sur place? Oui, comme je vous ai dit, nous avons fait d'abord le récapitulatif de tout ce que nous avons fait au niveau du Parlement pendant la session de septembre, la session de mars, voulais-je dire. Et nous avons aussi appelé la population à s'enrôler massivement. Et de là, nous avons organisé des rencontres avec les forces sociales et politiques du coin, pour essayer aussi de recueillir les avis et les doléances de notre population pour nous permettre d'étoffer notre rapport à déposer au niveau du Parlement. Alors, dans quel état se trouve la province? Parce que vous y avez été, vous êtes imprégné de la situation sur le terrain. Dans quel état se trouve la province du Nord-Ubangi? Oui, vous savez que la province... Sur tout le plan, sur le plan social, sécuritaire, sanitaire, etc. C'est vrai, la province a d'abord une vocation agricole. Et aujourd'hui, quand on veut parler du développement des provinces du Nord-Ubangi, il faut penser à l'agriculture. Et qui parle de l'agriculture, parle aussi des infrastructures qui doivent permettre à évacuer les produits agricoles que la population pourra produire. Alors, au niveau de la province de Nord-Ubangi, nous avons un sérieux problème d'abord des infrastructures routières. Pour quitter, par exemple, Guadolite et atteindre Yakoma. Yakoma est sorti par Bumba parce que la province de Nord-Ubangi a des sorties. Il y a d'abord la sortie par la province de Mongala, par le port de Bumba. Il y a la sortie par Businga, le port de Businga. Mais pour faire ces boucles-là, la nationale numéro 24, qui est presque l'axe principal de l'évacuation de nos produits dans le Nord-Ubangi, est presque dans un état complètement délabré. Et pour ça, la population éprouve d'énormes difficultés pour se déplacer ou pour faire ces petites activités avec les autres provinces ou atteindre les grandes villes pour la vente de ces produits. À ce qui concerne la sécurité, nous avons un sérieux problème aussi de sécurité dans la province à cause de l'effectif de la police. Les policiers qui sont là, ils sont d'abord en sous-nombre. Et non seulement l'effectif, il y a aussi de matériel, c'est-à-dire les équipements qui doivent permettre à la police de rétablir ou d'assurer l'ordre public posent des problèmes. Donc par là, je comprends qu'il y a plusieurs défis à relever. Plusieurs défis à relever. Selon les constats que vous avez faits sur le terrain. Oui, sur le terrain, le constat est quand même un peu amer, tant sur le plan social que sur le plan... Mais y a-t-il des efforts quand même qui sont faits par les autorités provinciales? Oui, les efforts, d'abord au niveau du gouvernement, vous avez vu avec le lancement du programme de 145 territoires, nous avons vu en tout cas plusieurs infrastructures qui sont en train d'être construites. Il y a aussi le fonds social qui fait... qui a un travail vraiment de titan sur terrain et qui a construit aussi plusieurs infrastructures. Il y a d'autres programmes qui sont en train de se réaliser progressivement sur terrain pour essayer un peu de donner un coup de pouce à l'économie de la province. Mais la situation n'est pas vraiment
reluisante. Nous pensons bien que le gouvernement, avec les efforts qui sont en train d'être fournis, pourra toujours mettre un accent particulier sur la réhabilitation de la nationale numéro 24 qui relie Businga, Yakoma et en passant par Yakoma à Bouzi jusqu'à Bumba. Mais la population qui nous suit en ce moment aimerait savoir, selon vous, quelles sont les priorités. Par où faut-il commencer exactement pour booster le développement de la province du Nord Ubangi? Actuellement, la population, vraiment le cri de la population, c'est la réhabilitation de la route nationale numéro 24. C'est ça qui est prioritaire. Très prioritaire. La route nationale numéro 24 et les routes des dessertes agricoles. C'est vraiment la priorité des priorités. Parce que le fait que nous n'avons pas de l'infrastructure routière adéquate, la conséquence est que la population qui produit, qui vit des champs, n'a pas le moyen, éprouve des difficultés pour évacuer ces produits. Et aussi les commerçants qui doivent aller vers cette population-là, acheter les produits agricoles, n'arrivent pas à le faire parce que comment vous allez transporter les riz, vous allez transporter les maïs, les arachides sur une route impraticable. Voilà toutes ces difficultés qui font que la province est aujourd'hui en difficulté de son décollage économique. Donc pour vous, ce que nous demandons, allez-y. Nous attendons du gouvernement, c'est la réhabilitation de nos routes et aussi de mettre un accent particulier sur le soutien de la population en termes de semences améliorées, en termes surtout financer les domaines d'agriculture au niveau de notre province. Alors on a compris que ce qui est important selon vous, c'est qu'il faudrait commencer par les infrastructures routières, justement. Exactement, c'est ça vraiment la priorité de priorité. Et en dehors des infrastructures routières, il y a aussi le problème... Alors qu'en est-il du programme de 145 territoires? Oui, chez nous, développement de 145 territoires, oui. Oui, le programme de 145 territoires, je fais quand même les démarrages dans plusieurs territoires de chez nous, même chez moi à Yakoma. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain? Dites-nous. Oui, sur le terrain, d'abord, la première phase consiste à construire presque 10 ouvrages. Il y a d'abord le bâtiment administratif du territoire de Yakoma qui est repris. Il y a 6 écoles, 6 écoles primaires et des 6 salles de classe avec salles, bureaux, tout le reste là, et 6 centres de santé aussi pour le territoire de Yakoma. Et j'étais là, je vis quand même que les entrepreneurs qui ont gagné les marchés sont déjà sur le terrain et les travaux, je crois bien que ça va évoluer et ça donnera un coup de pouce quand même au développement de notre province. Alors, comme je l'ai annoncé dans l'entame de cette émission, on va aborder très rapidement la deuxième thématique de notre émission, Est de la République démocratique du Congo. Quelle solution face à l'enlisement de la crise sécuritaire? Vous êtes député national, l'actualité reste dominée aujourd'hui dans le pays par l'occupation de certaines parties du Nord Kivu par justement les terroristes du M23. On parle également de la force régionale qui n'attaque nullement les M23, une situation quand même qui fait beaucoup parler, qui fait polémique. Comment vous réagissez à ça? Oui, vous savez, la situation de l'Est préoccupe tout le Congolais. Aujourd'hui, même notre problème, notre développement économique est plombé par cette guerre qui est injustement imposée à la RDC par son voisin le Rwanda, qui utilise des superfuges et à travers les terroristes M23 et qui est en train de s'aimer de morts et de désolations dans notre partie à l'est de notre pays. Oui. Alors, ce que nous constatons est que les chefs de l'État déploient beaucoup d'efforts diplomatiques pour essayer de faire rallier la communauté internationale à la cause du Congo. Vous le voyez tout le temps dans des voyages pour essayer d'expliquer la cause du Congo à toutes les organisations sous-régionales et aussi même des organisations internationales comme l'ONU, l'UIA, l'Union européenne, pour que autant l'Europe, autant les organisations condamnent l'agression de l'Ukraine par la Russie, autant toutes ces organisations devraient d'abord condamner l'agression de notre pays par les Rwandais. Vous parlez des efforts diplomatiques qui sont entrepris par le chef de l'État. Parmi ces efforts, il y a entre autres l'arrivée de la force régionale. Mais ce que la population veut, c'est que cette force régionale attaque les terroristes du M23, ce qui n'est pas le cas. Oui, c'est ce que nous tous, nous souhaitons, que c'est la force régionale qui est arrivée au Congo. Ce n'était pas pour faire l'interposition entre les rebelles ou les troupes rwandaises et nos forces. C'était pour déloger par la force
les terroristes du M23, oui. Et neutraliser même d'autres groupes armés. Mais il est curieux que cette force qui est arrivée il y a de cela près de 3 mois, cette force se comporte comme la MONUSCO, qui est là et qui est en train d'observer impuissamment les tueries et toutes les drames que notre population est en train de vivre. Pour ça, j'ai suivi le ministre des Affaires étrangères qui a parlé d'une réévaluation de cette force-là, parce que nous ne pouvons pas comprendre que vous venez pour aider votre voisin, vous venez pour aider le pays à combattre les rebelles ou à combattre les terroristes, et vous êtes là juste pour observer impuissamment sans rien faire. Donc pour vous, cette force devrait redéfinir son mode opératoire sur le terrain. Absolument. Aujourd'hui, il faut redéfinir la mission de cette force. Si cette force ne vient que pour faire l'interposition, il est inutile qu'il soit là chez nous. Parce que nous avons besoin de gens qui doivent nous aider à rétablir la sécurité à l'est de notre pays. Nous n'avons pas besoin des observateurs. Les observateurs, nous les avons déjà avec les ONG, même la MONUSCO qui passe déjà comme un grand observateur et que la population a du mal à avaler sa présence en tant qu'observateur. Oui. Nous avons besoin d'une force qui viendra nous aider à rétablir la paix à l'est de notre pays. Il y en a qui pensent que cette force devrait carrément plier bagage et partir au regard du caractère inoffensif dont elle fait preuve. Comment vous réagissez à cela? Mais si cette force continue à se comporter telle qu'elle se comporte aujourd'hui, nous ne voyons pas encore sa raison d'être sur notre territoire. Regardez comment les images, quand nous voyons cette force, comment ils collaborent avec le M23 à Kibumba ou dans d'autres zones, c'est comme s'ils étaient des amis. Et le commandant de M23 tape même la poitrine comme si cette force était venue plus pour les sécuriser que les combattre. Donc ça ne devrait pas être ainsi selon vous? Ça ne pouvait pas être ainsi. Pour nous, cette force devait avoir une mission très limitée parce que c'est une armée étrangère. Il ne peut pas venir ici, rester indéfiniment chez nous. Il devait venir avec une mission bien précise et un temps bien déterminé pour que nous arrivions à rétablir la paix à l'est de notre pays et organiser les élections tant voulues par tous les Congolais. Alors, en tant que parlementaire, en tant qu'élu du peuple, que suggérez-vous justement? Quelle est selon vous la solution à cette crise qui semble n'est pas baissée justement, puisque visiblement on sent que Kinshasa privilégie l'approche diplomatique? Il y en a qui suggèrent que la RDC devrait carrément faire la guerre au Rwanda. Qu'est-ce que vous, en tant que parlementaire, vous suggérez sur cette question cruciale relative justement à la crise sécuritaire qui frappe l'Est de la RDC? Oui, mais même si le chef de l'État aborde la question sur le plan diplomatique, mais sur le terrain, les FRDC sont en train de faire quand même un grand travail. Oui, nous saluons un grand travail qu'effectuent. Toujours à contenir l'assaut de Rwandais, l'assaut de l'armée rwandaise sur certains de nos villages, et nous continuons toujours à résister. Vous savez, notre armée a été infiltrée à tout le niveau pendant longtemps. Et aujourd'hui, travailler avec une armée où à l'intérieur, vous avez des gens qui sont en train de donner des positions, qui sont en train de vendre même des mèches à l'ennemi, il n'est pas facile aussi de gagner cette guerre en une fraction du temps. Mais ce que nous savons est que notre force se réorganise et nous allons vaincre l'ennemi militairement. Nous ne baissons pas les bras. La diplomatie n'a pas arrêté la guerre. La diplomatie n'a pas demandé aujourd'hui que nous baissons les bras. Nous attendons seulement que les autres viennent nous secourir. Notre armée se réorganise. Le gouvernement prend des dispositions et nous sommes en train de nous préparer à déloger des gré ou de force les rebelles de M23 et tous leurs parrains, l'armée rwandaise qui est sur notre sol. Donc selon vous, la diplomatie a toujours sa place? La diplomatie a sa place, mais la diplomatie n'est pas la fin en soi. Mais nous savons que dans une guerre, il faut utiliser tous les moyens. Et c'est ce qui est en train d'être fait par le gouvernement. Je crois bien qu'avec toutes les tournées que le chef de l'État est en train de faire, tout le monde est aujourd'hui unanime, comprend que l'armée rwandaise est en train de s'aimer les désordres dans notre pays. Et voir même tous nos ministres dans tout le forum où les Congolais se retrouvent aujourd'hui, nous continuons toujours à sonner le sonnette d'alarme et nous n'arrêtons pas seulement à parler, mais nous sommes en train de nous organiser à vaincre aussi ces troupes militairement. Ça peut prendre un peu du temps,
mais la finalité est que nous arriverons à rétablir la paix à l'est de notre pays. En parlant des tournées qui sont justement entreprises sur l'échiquier international, il y a notamment la participation de la RDC à la 36e édition de l'Assemblée générale de l'Union africaine qui vient de se terminer ce dimanche. Les chefs d'État africains se sont justement prononcés sur la crise qui frappe la partie est de la RDC. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'ont pas condamné le Rwanda. Oui, et pourtant, il y a des rapports produits par les experts des Nations Unies qui attestent qu'effectivement, nous sommes agressés par le régime rwandais. Oui, notre vœu, nous avons tous voulu et attendu que l'Union africaine condamne fermement le Rwanda. Aujourd'hui, vous savez que dès le départ, il y avait quand même un peu de l'hypocrisie de la communauté internationale, mais la pression congolaise a fait que même les États-Unis, la France, tous les autres pays les Nations Unies, oui, ont levé quand même le ton pour condamner le Rwanda. C'est déjà un pas. Comment expliquer le silence de l'Union africaine? Oui, les chefs d'État, c'était vraiment un grand regret pour nous que le Rwanda ne soit pas nommément cité comme agresseur du Congo, mais au moins ils se sont basés quand même sur la feuille de route du Rwanda, de Luanda pour instruire presque le président Joao Lourenço de l'Angola de notifier le M23 sur les retraits inconditionnels de positions qu'ils occupent aujourd'hui. Et ça, c'est quand même une avancée significative. Parce qu'aujourd'hui, le président angolais va travailler avec le président Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Kenya, qui était le facilitateur. Effectivement. Le facilitateur de cette crise. Je crois quand même que c'est déjà un pas significatif. Mais nous allons continuer toujours à maintenir la pression sur le Rwanda et continuer à réclamer et à demander le départ des troupes rwandaises sur notre sol, par la diplomatie ou aussi par la force. Parce que nous n'allons pas baisser les bras et croyez-nous que le Rwanda finira par quitter notre sol de gré ou de force. Il y a quelques semaines, la RDC a eu la faveur de recevoir le souverain pontife, le pape François, qui n'a pas eu sa langue en poche, le pape qui a dénoncé justement les implications extérieures dans la crise qui frappe l'Est du pays. Je vais demander à la régie de diffuser le discours du pape et nous allons revenir juste après. N'est plus de place dans le cœur et sous les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique de Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin.
Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Alors on vient là de suivre le discours du pape prononcé devant les politiques au palais de la nation. Le pape François qui a été très très ferme vis-à-vis de ceux qui tirent les ficelles dans la guerre de l'Est de la RDC. Comment tirer justement profit de ces discours? Oui, M. Christian, vous savez que la visite de pape, ça n'arrive pas tout le temps. Et vu l'âge du pape, quand il décide de visiter le Congo, ce qui veut dire qu'il porte le Congo dans son cœur. Et les cris de cœur des Congolais, avec aujourd'hui la diplomatie agitante que le chef de l'État mène sur le plan international, fait que tout le monde doit se soucier du Congo. Tout le monde est aujourd'hui conscient que les Congolais méritent mieux. Nous ne pouvons pas comprendre que nos richesses, tout ce que nous disposons, peuvent se transformer aux sources de nos malheurs. C'est inacceptable. Et le plaidoyer du pape, à travers son discours, le jour où il a célébré la messe au Congo, ne fait que renforcer ce que les Congolais ont toujours décrié. Les puissances occultes utilisent les Rwandais, utilisent même des fils de ces pays égarés pour asservir ces pays, pour maintenir ces pays toujours dans une situation d'instabilité chronique. Et là, le pape n'a fait que taper sur la table pour demander à toutes ces puissances qu'il est inutile de venir tuer les Congolais pour prendre les richesses. Si vous voulez faire les affaires, venez par la voie officielle, installez-vous, signez des contrats et engagez les Congolais et faites vos affaires. Pourquoi vous devez tuer les Congolais, verser les sangs des Congolais pour juste gagner les richesses par la fraude? Est-ce que vous pensez que ce discours du souverain pontife a été entendu? Est-ce que ces grandes puissances ont entendu le souverain pontife? Au moins, il n'est pas resté silencieux. Au moins, il n'est pas resté silencieux devant le drame que le Congo est en train de vivre. Il a parlé. On sait le poids du pape sur l'échiquier international. Le pape, ce n'est pas n'importe qui. Le pape, quand même, vous savez que c'est une haute personnalité qui est très écoutée. Et si le pape arrive à tenir ses discours fermes à l'égard de toutes ces puissances occultes, ces discours aura certainement un effet positif pour notre pays. Et aussi, vous avez vu que le pape n'a pas seulement pointé les Occidentaux, n'a pas seulement pointé toutes ces forces étrangères qui viennent pour piller le pays. Oui. Le pape a aussi appelé à la conscience des Congolais. Et il faut que nous ne voyons pas seulement que le malheur du Congo vient de l'extérieur, le malheur du Congo aussi, c'est aussi l'égarement de certains fils du Congo, et qui sont, d'autres des fois, qui sont aux affaires, d'autres qui coalisent ou qui sont en mèche avec toutes ces puissances étrangères pour maintenir l'instabilité et tirer le profit pour leurs gains égoïstes. Et pour ça, nous devons tous prendre conscience pour prendre l'engagement de sortir de ces cycles-là et de rebâtir notre pays tel que nos pères fondateurs ont toujours proclamé dans notre hymne que nous chantons tous les jours. Donc selon vous, il faut rester optimiste et croire que le discours du pape va certainement produire des effets. Nous devons rester optimistes parce que si nous ne gardons pas l'optimisme, ce qui veut dire que nous sommes voués à la disparition, nous ne pouvons pas penser qu'aujourd'hui, que ces pays, même si nous connaissons les difficultés, même si aujourd'hui les Rwandais et tous les autres qui tirent des ficelles pensent que la situation va rester telle qu'ils le pensent, ils se trompent. Le Congo se relèvera et le Congo est en train déjà de se relever avec la volonté qu'affiche aujourd'hui le gouvernement et le président de la République. Alors cette émission touche à sa fin. Votre dernier mot avant qu'on puisse boucler. En tout cas, je remercie d'abord votre chaîne pour cette opportunité qu'il me donne pour m'exprimer. Et j'appelle notre population à croire à un avenir meilleur pour ces pays. Ces pays méritent mieux. Nous avons tout le potentiel, nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer. Il suffit seulement
d'avoir la volonté politique, avoir la conscience que nous pouvons relever la tête, le nouveau Congo qui vient est possible. Et nous devons demeurer aussi unis. L'unité est très importante parce que sans l'unité, nous ne pouvons pas faire face à toute l'adversité que nous sommes aujourd'hui victimes. Parce que le Congo, si nous sommes bloc, s'il n'y a pas de division, s'il n'y a pas de clanisme, s'il n'y a pas tout ce que dit je suis de l'Est, je suis de l'Ouest, je suis du centre, tous ces discours-là nous fragilisent. C'est d'abord le Congo. D'ailleurs, moi je préférerais même qu'on supprime de nos cartes d'identité cette histoire de province, de village, tout ça. On parle seulement du Congo. Le Congo avant tout. Et aujourd'hui, vous voyez que aucun Congolais sérieux n'accepte de voir que son pays subisse la balkanisation. Nous voulons que ce pays reste uni et tous les Congolais. Sinon, vous savez les aventures du Rwanda. C'est depuis nos ancêtres que le Rwanda est en train de tenter cette aventure pour avoir une portion de ces pays, mais il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que les Congolais sont conscients que c'est dans l'unité que nous resterons forts et que les autres ne peuvent pas venir nous esclavagiser à cause de peut-être des faiblesses que nous pouvons avoir en interne. Nous devons toujours tenir la tête et le Congo, dans sa dimension aujourd'hui, sortira toujours grand et restera toujours au cœur de l'Afrique comme le moteur de développement de cette Afrique. Voilà qui est très bien dit et voilà qui est bien compris. Je rappelle que vous êtes député national, élu des Yakoma dans le Nord Ubangi. Merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation, monsieur l'honorable. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Voilà qui met fin à cette émission. Restez fidèles au programme de Télé 50.